Dans cette série de capsules consacrées à la cinématique, nous allons maintenant nous intéresser au vecteur quantité de mouvement. Pour comprendre ce que représente cette grandeur physique, prenons l'exemple d'un cycliste et d'un automobiliste, qui roulent tous deux dans une zone à 30. Tout d'abord, prenons en compte le système 1, vélo plus cycliste. Son vecteur vitesse aura donc le sens du mouvement, parallèle à la route, et si on avait une échelle pour le vecteur vitesse, cela correspondrait à une vitesse de 30 km/h. L'automobiliste roulant à la même vitesse, le système 2, donc voiture plus conducteur, a exactement le même vecteur vitesse. Les deux vecteurs vitesse sont donc identiques. Pourtant, on voit bien que les deux systèmes n'ont pas la même masse. C'est-à-dire que dans tous les vecteurs position, vitesse et accélération que nous avons précédemment, à aucun moment nous avons tenu compte de la masse de l'objet. Eh bien, la quantité de mouvement que l'on notera petit p, attention pas grand P puisque c'est le poids, c'est le produit de la masse par sa vitesse instantanée. Par conséquent, le vecteur quantité de mouvement sera collinéaire au vecteur vitesse et aura le même sens. Et on le note, vecteur quantité de mouvement égale à la masse fois le vecteur vitesse. Maintenant, si on veut représenter avec une autre échelle le vecteur quantité de mouvement du cycliste, eh bien, il aura une certaine longueur. Si on considère que la masse du système 2 est 10 fois plus grande que le système 1, à ce moment-là, son vecteur quantité de mouvement sera 10 fois plus grand. Donc si on a les vecteurs vitesse identiques pour les deux systèmes, les vecteurs quantité de mouvement sont donc différents. Voyons maintenant le principe des systèmes isolés ou pseudo-isolés. Plaçons-nous dans le référentiel terrestre et prenons comme système le canon et un boulet qui se situe à l'intérieur. Avant le tir, la vitesse instantanée du système est nulle. Tout est au repos. Donc, par définition, la quantité de mouvement du système est également nulle. Après le tir, on voit que le boulet de canon part dans un sens, tandis que le canon part dans l'autre. Si l'on écrit le vecteur quantité de mouvement du canon, eh bien c'est la masse du canon fois son vecteur vitesse. Par conséquent, il aura cette direction-là, horizontale, et vers la gauche. Maintenant, si on écrit le vecteur quantité de mouvement du boulet de canon, eh bien ce sera la masse du boulet fois le vecteur vitesse du boulet. Et en fait, on s'aperçoit que, en norme, eh bien, c'est exactement la même chose. En effet, la vitesse du canon est très faible, mais sa masse est très grande. Inversement, la masse du boulet est beaucoup plus petite, mais sa vitesse est plus grande. Et donc, si on ajoute les deux vecteurs quantité de mouvement, eh bien, on se retrouve avec un vecteur nul, comme avant le tir. Donc, lorsque le vecteur quantité de mouvement d'un système est constant au cours du temps, on dit que le système est isolé ou pseudo-isolé. En fait, sur Terre, rien n'est isolé. Eh bien, ce que vous venez de voir, c'est ce que l'on appelle la première loi de Newton, ou également principe d'inertie. C'est-à-dire que si le vecteur quantité de mouvement d'un système est constant au cours du temps, alors le système est dit isolé ou pseudo-isolé, et la réciproque est également vraie. Donc il y a deux cas distingués, c'est-à-dire quand le vecteur quantité de mouvement est constant, est un vecteur constant, soit le vecteur vitesse est nul et à ce moment-là on dit que le système est immobile par rapport au référentiel, soit le vecteur vitesse est constant, et le seul cas c'est quand le système est en translation rectiligne uniforme, puisque le vecteur ne doit pas changer à la fois de valeur mais également de direction ou de sens. Abordons maintenant la notion de référentiel galiléen. C'est un référentiel dans lequel le principe d'inertie est vérifié, ou la première loi de Newton est vérifiée. On considère que le référentiel héliocentrique est un référentiel galiléen. Donc si on applique le principe d'inertie, un référentiel est dit galiléen si ce dernier est immobile ou en translation rectiligne uniforme par rapport au référentiel galiléen. Alors prenons le cas du référentiel géocentrique. Eh bien on peut le considérer comme galiléen si l'expérience ne dure pas plus de quelques heures, c'est-à-dire que l'on néglige la rotation de la Terre autour du Soleil. De même, le référentiel terrestre peut être considéré comme galiléen si l'expérience ne dure pas plus de quelques minutes, de sorte à négliger la rotation de la Terre sur elle-même. Résumons cette capsule. Le vecteur quantité d'un mouvement d'un système, c'est le produit de la masse par son vecteur vitesse. Ça se note ainsi.
Un référentiel est dit galiléen s'il est immobile ou en translation rectiligne uniforme par rapport à un référentiel galiléen, souvent le référentiel héliocentrique. Et enfin, dans un référentiel galiléen, le vecteur quantité de mouvement d'un système isolé ou pseudo-isolé est toujours constant au cours du temps, et la réciproque est également vraie. Et ça, c'est la première loi de Newton, ou principe d'inertie. Dans les prochaines capsules, nous verrons une autre facette de cette première loi de Newton, mais nous ne serons plus dans la cinématique, mais dans la dynamique, puisque nous nous intéresserons aux forces. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, je vous souhaite un bon questionnaire.